Nous avons vu comment la mauvaise image des Africains construite à travers les siècles a contribué à construire l'Africain comme esclave indigène, colonisé puis travailleur pauvre. En effet, la réputation comme l'image est capitale pour l'économie moderne. Si je regarde mon portable, je serai submergé d'images qui veulent m'inciter à poser des actions à chaque fois. Le portable, comment j'ai choisi sur l'influence d'images publicitaires que j'ai reçues du constructeur. L'image définit donc la valeur de marché d'un objet ou bien d'un service. Aujourd'hui, un cultivateur de cacao africain touchera autour de 36 000 CFA par mois. Un ouvrier d'une usine de chocolat en France ou en Suisse aura quant à lui 10 000 francs CFA par heure au minimum. Un éleveur de bœuf africain touchera 400 000 francs CFA par tête contre 6 millions par tête pour un éleveur japonais dans la zone de Kobe. Un étudiant camerounais diplômé d'une faculté de commerce ou bien d'ingénieur européenne aura en moyenne un salaire beaucoup plus élevé qu'un étudiant formé dans les universités locales, même si la majorité du savoir est aujourd'hui accessible sur Internet. Le même étudiant ayant fait cette faculté en Europe aura en moyenne un salaire inférieur à son camarade de classe blanc, et ceci partout dans le monde, y compris en Afrique. Le problème, c'est l'image de l'Africain et les préjugés qui l'entourent. Ce n'est pas ce que l'Africain produit, consomme ou fait ou encore crée. Ceci n'est pas nouveau. En somme, on peut dire que pour améliorer nos économies, il serait important que on puisse valoriser le travail des Africains, valoriser leurs produits qu'ils créent et valoriser aussi le travail qu'ils fournissent, que ce soit en Afrique ou bien à l'étranger. Actuellement, c'est très loin d'être le cas. Donc, on va s'attarder sur ce qui contribue à maintenir cet état des choses, notamment le christianisme politique qui a fabriqué le monde moderne à la suite de son triomphe sur l'Empire ottoman au XIXe siècle. Le christianisme politique qui est différent de la religion chrétienne, comme l'islam politique est différent de la religion musulmane. Les deux civilisations qui découlent de ces religions-là ont décidé que c'est la naissance de Jésus ou la migration de Mahomet qui sont l'origine du monde, de l'an zéro, et de facto, ces deux personnages sont au cœur de l'organisation politique et économique de ces civilisations-là. Avec de pareils repères, les habitants de la Terre seront toujours séparés entre croyants et impies, infidèles. Les impies qui se transforment en sauvages, en ennemis, en esclaves, en colonisés, comme on a vu dans le monde, et aujourd'hui, qui accouchent des travailleurs pauvres. Comme Jésus a apporté le salut aux non-croyants en les convertissant, de même l'acte de faire sortir les autres de manque de connaissances, de l'ignorance, de les sauver de certaines de leurs manières, de leurs pratiques, par exemple, pour parler du cannibalisme, et d'autres manières incomprises, prend une place centrale dans le christianisme politique. Celui qui apporte la lumière aux autres est l'origine de leur monde. Il n'est pas homme comme eux. Il ne leur doit rien, même pas sa propre naissance. Il est leur chemin de vie. C'est une doctrine qui est issue de ce christianisme politique-là, qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Comme Jésus a laissé, on va dire, pas forcément de son gré, il n'y a aucun texte qui parle de ça, on appelle les suiveurs de Jésus chrétiens. Il est évident que les continents, des villes et des pays portent les noms d'hommes. L'Amérique, Amerigo, l'ancienne Rhodésie, au nom de Cécile de Rhodes, Victoria, au nom de la reine d'Angleterre, le lac Victoria, etc. De la même manière, on a des unités de mesure des phénomènes physiques qui sont nommées à la suite d'hommes. Ce qui est un fait de cette civilisation-là. C'est cet arbitraire-là qui est le socle de l'économie moderne. La question de la primauté, de celui qui découvre, crée et invente, comme si on inventait ou découvrait seul avec son Dieu. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, donc ce sont ses congénères qui auront la primauté sur les terres et ils définiront la loi. La question de la primeur ici dépasse la question de la science, qui est normalement serait celle de la géographie, de l'économie, de la science, sur comment est-ce qu'on exploite et on alloue de façon efficace ce terrain-là. De la même manière, Edison a découvert l'ampoule. Ce sont ces ayants droit qui devraient contrôler la diffusion de la technologie et les autres doivent payer des licences pour l'utiliser. On voit la même chose aujourd'hui avec Apple, entre Apple et Huawei, et la guerre qui se passe aujourd'hui au niveau du téléphone, où les Américains pensent que les Chinois les copient, machin, etc. Et même si les entreprises chinoises font évoluer le marché de la téléphonie mobile, on se veut se priver de ce développement parce qu'on estime que ce ne sont pas eux qui sont les ayants droit de ces créations-là. C'est plutôt Steve Jobs, etc., etc. Encore là, c'est un dogme parce que cette façon de réfléchir ne nous amène pas à développer
à développer la technologie et améliorer la qualité des télécommunications, par exemple, dans le monde. Cette vision dogmatique de l'organisation du savoir et des ressources reste la base des inégalités entre chrétiens et non-chrétiens. Imaginez par exemple que notre calendrier, au lieu d'être en 2021, soit fixé à l'an 300 021, avec pour repère l'apparition du premier être humain, Homo sapiens sur la Terre. C'est une base objective et cela rendrait immédiatement l'Afrique comme une terre touristique avec des pèlerinages en Éthiopie, autour du lac Tchad, autour aussi du Maroc, où on a découvert ces différents vestiges-là. Tout cela en mettant les valeurs scientifiques et non ethniques au centre des échanges entre humains. Le problème aujourd'hui est que nous aussi, nous essayons en Afrique de développer notre continent en ayant ce type de raisonnement-là qui découle du christianisme politique. Nous aussi, on veut démontrer qu'on occupait une terre en premier, avant tout le monde, en insinuant quelque part que, en fait, c'est Dieu qui nous l'aurait donné. Donc, on veut entretenir, on veut devenir des messies, en cachant aussi des idées, ou bien en s'attribuant malhonnêtement les idées que d'autres personnes ont produites. Tout cela en rendant la population de plus en plus attentive. C'est-à-dire la population attend un sauveur, elle est moins entreprenante parce qu'elle attend que quelqu'un va venir les délivrer, etc. Alors que ça devrait être une aventure collective. Parce que le christianisme politique s'est imposé par la capacité, de produire des idées, en écrivant les idées, en faisant des livres, etc., de produire des objets et ensuite en les imposant avec la force et le nombre. Je ne pense pas qu'un entrepreneur africain seul pourra, par la qualité de son packaging ou par la qualité de ses installations, dégager la valeur ajoutée que LVMH, par exemple, dégage pour la France, ou bien Kering et ses marques de luxe pour l'Italie, ou bien Apple pour les États-Unis. L'effort doit être collectif. Nous n'avons pas la chance d'avoir des universités et des centres de recherche comme eux, ils ont eu. Donc, il faudrait qu'on s'organise différemment. Donc, l'effort doit être collectif en facilitant la circulation des idées, c'est-à-dire en limitant le champ d'application des brevets, patentes et autres. Donc, faciliter que les idées puissent arriver chez les différentes personnes qui sont capables de les appliquer, de les éprouver. Et en se mobilisant pour faciliter et organiser l'avènement d'idées nouvelles ou pour copier simplement celles qui existent déjà. Parce que lors de l'attribution de ces différents brevets-là, qu'on nous interdit aujourd'hui de copier, on ne faisait pas partie. On ne faisait pas partie du comité d'attribution. Les pays africains ne faisaient pas partie du comité d'attribution. Parce que si on fait vraiment l'exégèse, ou bien si on fouille chaque invention, on va se rendre compte que c'est la contribution de l'humanité. La science appartient à l'humanité et non à une nation, à 2 personnes ou bien 4 personnes. Vous allez quelque part, vous voyez comment quelqu'un fait quelque chose, ça vous inspire pour faire autre chose. On ne peut pas dire, on ne peut pas attribuer la paternité d'une chose à une seule personne. C'est extrêmement compliqué. On peut lui donner le mérite d'avoir fait avancer la science, mais dire qu'on va bloquer, on va empêcher les autres de pouvoir utiliser cette technologie-là parce qu'il est copié, etc., etc., ce n'est pas une idée qui va dans le sens de l'avancement du monde. Donc, je crois pour ma part que l'important, c'est l'approche scientifique dans l'entrepreneuriat, en privilégiant la connaissance à chaque étape. Au lieu de dire aujourd'hui, comme on dit aux entrepreneurs, que bon, il faut seulement acheter des machines pour faire du packaging, pour concasser les produits, etc. Parce qu'à la fin de l'autre, vous achetez des machines. Vous serez toujours obligé de les maintenir. Vous devez savoir comment les installer. Vous devez même savoir comment les remplacer à terme. Et vous n'allez pas le faire en mettant des prix complètement inaccessibles à vos clients. On a parlé déjà de ça avec les chauffeurs de stade. Donc, c'est important de pouvoir faire des innovations à petit prix. Donc, pour ça, il faut maîtriser la technologie de bout en bout. Donc, les entrepreneurs doivent vraiment essayer de comprendre quelle est la technologie derrière, au lieu d'essayer de comprendre quelles sont les techniques marketing pour pousser. Parce que par rapport aux techniques marketing, nous ne pouvons pas battre, entre guillemets, ceux qui sont en face de nous. Parce que ils ont des tonnes et des tonnes d'artefacts qui aujourd'hui nous discréditent et vont dans leur sens. Donc, c'est important de recentrer sur la technologie et de travailler en symbiose ou bien en collectif. C'est extrêmement important. Voilà pour moi des pistes de réflexion par rapport à ce sujet-là. Merci.